un des sujets les plus passionnants, certainement, ce soir, le réensauvagement, un terrain dont s'emparent non seulement des scientifiques, mais aussi des naturalistes, des défenseurs de l'environnement, des citoyens. Et par ses actions et ses appétits, eh bien, vous le savez ou vous avez dû en prendre à peu près la mesure, l'humanité a contribué à éradiquer une partie de la biodiversité et de la vie sauvage. À l'échelle de la planète, la faune sauvage ne représente plus que 2% des vertébrés. Et la 6e extinction de masse poursuit son œuvre. Et pourtant, l'homme a tout à gagner à laisser place au sauvage, à cette nature sauvage et libre. Alors que mettons derrière cette notion de réensauvagement? Pourquoi s'y intéresse-t-on plus largement? Quelles sont les actions et les solutions proposées, voire initiées, entre réintroduction, protection, partage des espaces et des espèces, j'allais dire, partage des espaces? Où devrait-on placer le curseur? En quoi renouer avec le sauvage et aussi l'assurance de notre survie, l'assurance de notre santé? Nous en discutons donc ce soir avec nos 3 invités. Jean-Baptiste Mioub, écologue au Centre d'écologie et des sciences de la conservation, le CESCO, au Muséum national d'histoire naturelle, maître de conférences à Sorbonne Université. Michael Weber, donc président de la Fédération des parcs naturels régionaux de France et président du parc naturel régional des Vosges du Nord, je le rappelle. Et puis Béatrice Crémer-Cochet, professeure agrégée en SVT, en lycée et dans le supérieur, il faut le préciser. Et vous êtes auteur avec votre mari Gilbert Cochet du livre « L'Europe réensauvagée vers un nouveau monde », un livre paru chez Actes Sud. Et on peut aussi mentionner le livre commis par Gilbert Cochet avec Stéphane Durand, « Réensauvageons la France », un livre édité également chez Actes Sud. Alors pour commencer, peut-être partons sur la définition. Qu'est-ce qu'on met derrière le mot « réensauvagement » ? De quoi parlons-nous ? Béatrice Crémer-Cochet, peut-être. Déjà, je crois qu'il faut dire que ne cherchez pas réensauvagement dans le dictionnaire français, parce que c'est un mot qui n'existe pas. Pas encore, en tout cas. C'est la traduction littérale du mot rewilding en anglais. Alors pourquoi est-ce que le mot existe en anglais et pourquoi est-ce qu'il existe dans le dictionnaire anglais et pas encore dans le dictionnaire français? Parce que le concept de réensauvagement est né en Amérique du Nord. Et c'est donc là qu'il est apparu. Donc nous, quand on a écrit l'Europe réensauvagée avec Gilbert, on s'est rendu compte que finalement, comme il n'y avait pas de définition officielle, les gens ne mettaient pas tous la même chose derrière ce terme. Et il est d'autant plus ambigu qu'en anglais, le rewilding, ça vient de wild, et wild, c'est le sauvage, la nature uniquement. Alors que quand on dit sauvage en français, alors ça peut être la nature sauvage, mais ça peut être aussi des choses beaucoup moins agréables. Et donc il y a parfois une connotation un petit peu négative liée à ce réensauvagement. Alors comment est-ce qu'on la définit ? Comment est-ce que les anglo-saxons le définissent ? Eh bien, si vous regardez le dictionnaire, c'est protéger un endroit pour lui permettre de retrouver toutes ses fonctionnalités d'origine, en permettant notamment le retour de la faune sauvage qui existait autrefois. Alors quand on dit retour de la faune sauvage, on est bien d'accord, c'est dans un climat similaire à celui qui existe actuellement. Il n'est pas question de faire revenir les mammouths ou des choses qui n'ont plus leur place sous nos latitudes. Et ce retour, il peut être, c'est l'idéal, soit spontané. C'est ce qui s'est passé avec le loup en France, par exemple. Il est revenu tout seul d'Italie. Et il est revenu tout seul, d'ailleurs, dans tous les pays d'Europe. Il n'a jamais été réintroduit nulle part. C'est un véritable succès, puisqu'en 2019, il était présent, il se reproduisait, donc il était présent à l'état de meute dans tous les pays d'Europe, sauf le Royaume-Uni, parce qu'il n'est pas encore capable de prendre le ferry. Et donc quand ça ne marche pas, ça arrive parfois, parce que certaines espèces se dispersent moins facilement. Et bien dans ce cas-là, on peut donner un petit coup de pouce pour réparer ce que l'homme a détruit, parce que très souvent les disparitions, elles sont liées à une surchasse ou à une destruction liée à l'action de l'homme. Dans ces cas-là, on peut faire une réintroduction. Donc accompagner. Michael Weber. Oui, les parcs naturels régionaux que je représente aujourd'hui, parce que moi je ne suis ni écologue ni naturaliste, je suis plutôt de formation d'historien à la base et généraliste, comme le sont tous les élus. Je suis par ailleurs maire d'une petite commune. C'est pour ça que je trouve que cette composition table ronde est intéressante. C'est de montrer que dans les parcs naturels régionaux, on arrive à concilier la présence et l'activité humaine et la nature. En quelque sorte, ce que prônent les parcs naturels régionaux depuis 1965, c'est ce qu'on a traduit il y a quelque temps par un titre
qui est un nouvel humanisme de la nature. Et donc, dans ce cadre-là, il part du constat qui est celui des années 60-70, c'est-à-dire qu'effectivement, là où les parcs naturels régionaux intervenaient, notamment pour des espèces qui étaient menacées, emblématiques, eh bien, l'action de l'homme, l'action des parcs naturels régionaux a permis soit le retour d'une partie du sauvage, soit effectivement la réintroduction. On aura peut-être l'occasion de parler d'exemples très concrets comme le gypaète barbu, les bouquetins, le lynx dans les Vosges du Nord, la cigogne noire qui revient naturellement. Donc c'est bien la preuve que les choses, la perte de biodiversité n'est pas irréversible. L'action de l'homme peut effectivement intervenir pour permettre à ce qu'il y ait ce retour de la nature, cet équilibre de la nature, peut-être même le réensauvagement, tout dépend peut-être du curseur, où on mettra le curseur de cette exigence, qui est une exigence tout simplement d'avenir pour notre propre espèce. Je crois qu'il faut quand même le rappeler et ne pas le perdre de vue. Jean-Baptiste Mihoub, on a perdu la connexion, on peut dire. Non, mais bien sûr, tout à fait. Précédent et avant de passer sur la transition, donc le réensauvagement, effectivement, en fait, c'est une vision qui est avant tout individuelle, telle qu'on se l'imagine à travers voilà, nos souvenirs, nos expériences. On a une sorte de fiction de ce qu'est pourrait être le monde sauvage idéal à soi, mais c'est aussi donc quelque chose qui doit être des projets qui sont réalisés au niveau du territoire, donc des projets collectifs qui confrontent justement ces normes, ces perceptions, ces imaginaires. Mais il ne faut pas oublier, et moi c'est pour ça que j'aime bien la dualité du sens wild, c'est que le sauvage, c'est aussi quelque chose qui parfois ne peut pas être agréable, en tout cas pas conforme à notre petit confort personnel. Et donc accepter d'avoir des territoires qui soient en sauvage ou en libre évolution, c'est aussi accepter des contraintes, des changements de mode de vie, des compromis qu'on peut faire pour laisser de la place à cette biodiversité, à ces espèces, pour leur permettre tout simplement d'exister et de continuer à assurer leur fonction. Donc, pour moi, le réensauvagement, c'est aussi être capable de réaccepter, de se réensauvager soi-même, de réensauvager nos pratiques, dans le sens où il faut permettre, il faut assumer ces choix. Et il ne s'agit pas de redécorer en mettant quelques espèces un petit peu emblématiques à droite à gauche, mais vraiment assurer l'intégrité du fonctionnement des écosystèmes. Pour moi, c'est vraiment important. Béatrice Crémer-Cochet, réensauvager, c'est donc se questionner sur la place que l'on doit occuper, nous aussi, humains parmi les non-humains. Mais on peut dire que c'est aussi une question culturelle, parce que dans d'autres pays, le réensauvagement, il n'a pas lieu d'être parce qu'il existe déjà. Oui, tout à fait. Alors, petite précision, quand on dit réensauvager, réensauvageons la France, l'Europe réensauvagée, il n'est pas question de réensauvager toute la France. Tout simplement parce que nous aussi, nous avons besoin d'une place pour nos activités qui n'est pas toujours compatible complètement avec la pleine présence et l'évolution libre du sauvage. Mais c'est effectivement une réflexion sur la place qu'on occupe et la place qu'on laisse aux autres. Donc vous aviez parlé tout à l'heure du pourcentage d'animaux sauvages, de vertébrés sauvages qui restent à la surface des continents. Moi, je rajouterais simplement qu'il y a une étude qui a été faite il n'y a pas très longtemps et qui a démontré qu'il n'y a plus que 3% de la surface des continents, tout continent confondu, qui n'est pas exploité, géré par l'homme. Et bien entendu, vous l'avez compris, dans ces 3%, vous avez les zones polaires, les grands déserts, c'est-à-dire les zones particulièrement inhabitables. Et la vraie question, c'est effectivement quelle place est-ce qu'on va laisser aux vivants non humains. Edward Wilson, qui nous a quittés l'année dernière, a beaucoup travaillé sur la question, et lui, il pensait que pour pouvoir simplement enrayer la 6e extinction de masse, il faudrait pouvoir restituer aux vivants non humains 50% de la surface des terres émergées. Alors nous, en France, à titre indicatif, nous avons actuellement à peu près un petit peu moins de 1% de la surface de notre territoire qui est en libre évolution. Évidemment, c'est très peu, c'est trop peu. Donc il y a une réflexion à avoir pour savoir comment on peut augmenter cette surface. Sachant que nos voisins européens, les Italiens par exemple, eux, ils se sont lancés dans les années 80 le défi des 10%. C'est Franco Tassi que nous avons rencontré, qui à l'époque avait comme idée de créer 28 parcs nationaux et d'arriver à 10% de protection forte.
Et bon, maintenant, il est à la retraite, mais ils y sont pratiquement arrivés. Les Italiens ont déjà pratiquement 10% de leur territoire en protection forte, stricte, comme disent les Européens. Et si eux sont capables de le faire, ben, nous devrions être capables de le faire aussi. Il n'y a pas de raison. De la même façon, le bison d'Europe, qui n'est pas le même que celui des États-Unis, il a disparu totalement à l'état sauvage au début du XXe siècle. Il n'y avait plus un seul bison sauvage. Il en restait une douzaine d'individus dispersés dans différents zoos. Et il y a eu une vraie prise de conscience au début du XXe siècle par rapport à cette problématique de disparition de certaines espèces. Donc ils se sont dit là, il faut faire quelque chose. Ils ont reproduit ces bisons captifs entre eux, et quand il y en a eu suffisamment, ils l'ont réintroduit à l'état sauvage. Alors d'abord en Pologne, dans la forêt de Białowieża, qui est un des derniers lambeaux de forêt primaire européenne qui existe encore, et puis petit à petit dans d'autres pays, et ils l'ont même réintroduit en Allemagne, dans une région où il y a 600 habitants au kilomètre carré, et ça se passe très bien. Donc la cohabitation du sauvage et de l'humain est absolument possible, et en France, on n'a pas encore eu cette audace, mais la place du bison dans la nature, elle existe. Nous sommes l'un des pays européens les plus riches en termes d'écosystèmes, en termes de potentialité. Nous avons des écosystèmes méditerranéens, atlantiques, même avec des influences continentales. On va du niveau de la mer jusqu'au plus haut sommet d'Europe avec tous les étages intermédiaires. Donc on est très très riche. Maintenant, ces écosystèmes sont peut-être encore un peu trop vides et il va falloir essayer de les remplir. Alors le bison, juste pour terminer, nous avons fait avec Gilbert, qui est présent ici, une conférence à l'automne dernier. Nous étions invités à Namur, chez les Belges. Ils avaient invité la ministre de l'Environnement de Wallonie et nous avons parlé justement de la réintroduction possible du bison. Et ça les a tellement enthousiasmés qu'il y a un concours qui a été lancé pour la création de 2 parcs nationaux en Wallonie. Il n'y en a pas encore. Et donc 8 projets ont été déposés. Il y a une première présélection avec 4. Il y en a donc 4 qui ont été retenus. Il y en aura 2 qui seront retenus définitivement. Et dans ces 2 derniers projets, on a vu une plaquette. Et sur la couverture de la plaquette, les Belges avaient dessiné un magnifique bison et ils disaient « Redonnons du sauvage à la Wallonie ». Donc si ça se trouve, les Belges le feront avant nous. Ce qu'il faut, puisqu'il y a la place en France, c'est maintenant de faire la place dans la tête des gens. Michael Weber, on a compris que la France était en retard. 1% seulement du territoire national est protégé et donc en libre évolution. On parle donc de retard de la France. Je crois que l'Allemagne est à 2%. Alors vous me direz, bon, c'est peut-être pas non plus la panacée, mais pourquoi ce retard? Comment vous analysez Je pense que ce qui est intéressant d'abord de soulever, c'est que, et d'ailleurs c'est peut-être un paradoxe, c'est que quand on dit la France, il y a toute une partie qui est quand même la forêt amazonienne, qui est un territoire extraordinaire en termes de biodiversité et qui contribue aussi à la qualité de notre propre biodiversité. Dire aussi que, en gros, le débat qu'il peut y avoir entre, effectivement, peut-être même entre nous, c'est de savoir quel est le lien que l'on doit intégrer entre la nature extraordinaire ou le réensauvagement, comme on l'évoque, et la nature ordinaire. On s'aperçoit de plus en plus que dans les territoires qui sont les territoires concernés, c'est-à-dire un certain nombre la plupart des territoires ruraux, eh bien, on s'aperçoit que depuis quelque temps, autant l'action de l'homme peut être bénéfique pour avoir une nature extraordinaire, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, où on a sauvé des espèces, où on a permis le retour de certaines espèces, autant la nature ordinaire, la nature du quotidien en quelque sorte, eh bien, elle est en perte de vitesse terrifiante sur ces territoires-là. Et on le sait, c'est lié bien sûr à l'activité humaine, au mode de pratique agricole aujourd'hui sur lesquels malheureusement l'État français n'a absolument pas saisi l'opportunité de la dernière politique agricole commune pour changer les pratiques. Et que, comme je pense le disait tout à l'heure M. Mioub, la question, c'est pas simplement d'avoir des pastilles de biodiversité extraordinaire. En tout cas, c'est aussi comme ça que nous, généralistes, élus locaux de terrain, on le voit sur les 17% de territoire français classés parcs naturels régionaux, c'est de pouvoir lutter contre la fragmentation de territoire et permettre que les espèces circulent, parce qu'elles sont alliées entre elles, et que sinon, eh bien, on peut pas avoir d'un côté de l'activité humaine pour se satisfaire, et de l'autre côté, tout à l'autre bout de la chaîne, le soutien à la nature extraordinaire et sauvage. Donc ça, c'est un vrai défi que l'on doit lever. Et en quelque sorte, si vous voulez, dans l'organisation telle qu'il a été voulu par l'État,
Aujourd'hui, vous avez entendu le président de la République qui, il y a de cela quelques mois, a annoncé qu'il souhaitait 30% de protection ou d'air protégé en France, avec différents niveaux d'exigence, dont 10% en zone de protection forte. Et quand on regarde le décret qui est en discussion et qui est sorti sur les zones de protection forte, on s'aperçoit qu'il y a là-dedans, à mon avis, des systèmes de protection qui ne sont pas des protections fortes. Je pense à Natura 2000, par exemple, qui a un peu été l'objet de débat, qui est un système plutôt partenarial, mais qui n'a pas d'incidence proprement dite sur l'activité humaine qu'il peut y avoir sur ces zones-là, en tout cas une incidence très modérée, contrairement à des réserves biologiques intégrales ou à des réserves naturelles réserve nationale que l'on peut avoir. Juste, zone de protection forte, ça veut dire quoi? Aucune activité humaine? C'est-à-dire que ce sont les zones où il y a le plus de protection, mais j'avoue que dans la définition proprement dite du décret aujourd'hui, ce n'est pas suffisamment précisé à mon sens. Simplement, on a souhaité lister ce qui étaient de ces zones de protection forte. Alors quand on dit une réserve biologique intégrale, c'est simple, c'est une zone qui est laissée en libre évolution, où effectivement il n'y a pas d'activité humaine, il n'y a pas d'exploitation forestière, il ne se passe rien, on observe, on met parfois en sécurité les lieux quand il y a de la population à proximité, mais ça s'arrête là. Ça, c'est vraiment un des systèmes de zones, de protection les plus fortes qu'il peut y avoir. Pareil, sur les réserves naturelles, vous avez souvent, sans doute, si vous avez l'occasion de faire de la randonnée, vous êtes passé à proximité de zones ou de réserves naturelles où vous avez les panneaux qui indiquent qu'il ne faut pas pénétrer sur ces zones-là parce qu'il faut les protéger. Donc on voit bien qu'il y a différents niveaux d'exigence en termes de zonage et de classification, mais je pense aussi qu'en France, on a superposé ces classifications, ces termes qui, à mon avis, pénalisent en quelque sorte la prise en compte de ces espaces-là. Mais, et je voudrais en finir par là, il faut bien avoir conscience que tout cela fait aussi écho à une forme de défiance de nos populations. Et je pense que c'est un des sujets qu'on ne traite pas suffisamment. Il y a une frange de la population qui, évidemment, est concernée, se sent concernée par ces questions qui sont liées à la biodiversité. Elle est même majoritaire et elle s'exprime de plus en plus. Mais il faut bien avoir conscience que, je prends un exemple qui est tout à fait aux antipodes de ce qu'on en est en train de traiter aujourd'hui, parce que pour l'illustrer parfaitement bien. Il y a quelques temps, j'ai eu, en tant que président de la Fédération des parcs, la visite d'un développeur éolien. Bon, vous allez me dire que ça n'a aucun rapport avec cela, si ce n'est qu'il peut y avoir évidemment un impact sur l'environnement, mais qui me disait, en gros, on peut mettre des éoliennes dans les territoires ruraux parce qu'il n'y a personne qui y habite. Sauf qu'en France, il y a des gens qui habitent partout. Et que ces gens, qu'ils habitent dans un territoire rural ou dans un territoire urbain, ils ont le droit, en quelque sorte, au même type de respect. C'est-à-dire que autant on peut ou on doit accepter peut-être qu'il y a un certain nombre ou pas de contraintes liées à la production d'énergie renouvelable, et ce sera le cas partout sur les territoires ruraux en France, je pense à la production d'énergie éolienne, photovoltaïque, biomasse, bois énergie, etc., autant les mêmes sont concernés par des zones qui potentiellement pourraient être demain des zones de protection forte, et dans lesquels eux ne voient pas, enfin ces habitants ne voient pas nécessairement quel est le retour ou quel est le bénéfice pour eux, puisqu'ils considèrent vivre déjà peu ou prou dans un espace qui est naturel, qui quelque part joue déjà un rôle dans le cadre de la biodiversité et dont ils ne sont pas eux-mêmes en quelque sorte la cause de cet impact ou de cette érosion de la biodiversité, puisqu'ils n'ont pas nécessairement toutes et tous un impact sur sa propre biodiversité. Comme je le disais tout à l'heure, c'est essentiellement le monde agricole qui aujourd'hui a un impact. Donc il faut bien avoir conscience aussi que dans ce débat qu'il va y avoir, dans cette construction, dans ce défi qui est devant nous, de lutter contre l'érosion de la biodiversité, il ne s'agit pas simplement d'avoir affaire à des spécialistes et à des acteurs locaux que sont aussi les élus pour inverser la tendance. Il faut absolument que cette population, de ce point de vue-là, ce qui se passe ce soir est intéressant, que la population, la première concernée, soit elle-même complètement impliquée dans ce changement de mode de pratique. Jean-Baptiste Mioub, donc là on parle de lutter contre l'érosion de la biodiversité. On a donné à comprendre aussi le rôle primordial de ces écosystèmes naturels. Alors on pourrait parler de réchauffement climatique bien sûr, et on comprend que la France est un véritable trésor de biodiversité. Mais donc voilà, vous voulez peut-être réagir à cette façon de concevoir une protection. Alors j'ai vu que vous réagissiez quand on parlait des sites Natura 2000. Donc allez-y. Non, effectivement, juste pour aller dans le sens de ce qui vient d'être dit. Donc il y a beaucoup l'accent a été mis sur les zones de protection forte avec certains chiffres à atteindre. Évidemment, ces sites de protection forte ont pour vocation à protéger les espèces les plus sensibles aux activités humaines. On peut penser ou qui posent le plus de contraintes, de conflits avec des populations humaines. On peut penser au loup qui a été cité. On peut imaginer ce que peuvent représenter les bisons d'Europe
comme source de dommages pour des cultures, etc. Donc il y a vraiment une vision de protection forte à avoir dans des zones dédiées spécifiquement à ces espèces-là, et avoir l'ambition de ces moyens, c'est-à-dire d'avoir des surfaces très larges, d'avoir des réseaux de connexion entre ces surfaces larges à travers l'Europe. Je pense que là, enfin, il ne faut pas s'arrêter aux frontières de notre pays, il faut avoir une vision vraiment très large pour permettre à des espèces de se déplacer, d'échanger les individus, de permettre des flux de gènes entre les populations qui soient à l'échelle du territoire européen, de l'Espagne jusqu'à la Scandinavie, par exemple. Donc ça, c'est le maillage, on va dire, de protection forte qu'on peut essayer d'imaginer. Mais au-delà de ça, la biodiversité, c'est aussi cette biodiversité ordinaire qui est un peu plus tolérante, un peu moins perturbée par des activités humaines, mais c'est aussi la plupart du territoire qui doit être plus de permettre à ces espèces de se maintenir, voire de restaurer leurs effectifs qui ont subi des déclins massifs, y compris, on a parlé beaucoup de déclin d'insectes, on a parlé de déclin des oiseaux agricoles de manière assez récurrente. C'est aussi sur ces territoires qui ne sont pas en zone de protection forte qu'il faut s'attacher à préserver la biodiversité. C'est pour ça que tout à l'heure, quand je disais apprendre à se réensauvager, c'est y compris au notre quotidien, et réadmettre de faire des efforts, des ajustements dans nos pratiques, efforts qu'on a oubliés au fil des générations avec tout un tas d'outils, de mécanismes, la mécanisation de l'agriculture, les intrants chimiques qui permettent de se débarrasser très facilement, d'éradiquer des ravageurs de culture, etc. Mais qui ont conduit à cette érosion-là. Et donc, réensauvager, c'est aussi permettre, alléger un petit peu cette pression qui s'exerce sur le vivant, y compris en dehors des zones protégées. D'accord, donc là on en franchit un pas. On est passé des zones protégées, on n'a pas totalement abordé, on va le faire, hein, Michael Weber, le rôle des parcs régionaux, et puis peut-être donner à comprendre ce qui différencie un parc régional d'un parc national. Mais allons-y sur cette question, finalement, s'il faut réensauvager nos quotidiens, est-ce qu'on peut imaginer un réensauvagement des villes ? Moi je vais dans votre sens là. Hein. Vous avez ouvert une porte. En tout état de cause, moi je pense que les espèces ne vont pas attendre qu'on leur ouvre les portes des villes pour y rentrer, en quelque sorte. Alors tout dépend ce qu'on entend par réensauvager les villes, mais tiens, par exemple, on sait de plus en plus qu'il y a des réserves de sangliers à proximité des villes, parfois dans des secteurs très contraints. Je pense que peut-être que tout le monde ne le sait pas, mais il y a régulièrement nécessité de réguler la population de sangliers, notamment à proximité des autoroutes, parce que c'est là où ils se réfugient, bien sûr, liés à la pratique de la chasse, etc. etc. Donc moi, je pense que oui, et parfois même quand on regarde si les études qui sont faites, en tout cas les débats qu'on a sur la présence, enfin c'est les apiculteurs qui nous rendent attentifs à cela, hein, c'est l'apiculture en ville qui est plutôt une réussite. Donc ça doit quand même nous interroger peut-être sur ce qui se passe et l'appropriation de la ville peut-être d'un certain nombre d'espèces. Moi, je voulais peut-être en profiter pour rebondir parce qu'on a parlé effectivement des parcs naturels régionaux. Il y a aussi les parcs naturels urbains qui s'inspirent des parcs naturels régionaux. Comme je le disais, je vais essayer d'être très rapide. Les parcs nationaux, c'est une volonté de l'État que de protéger fortement un territoire, les écrins, le parc national de Forêt qui est le dernier créé, le Mercantour, etc., que tout le monde connaît. Les parcs naturels urbains, ce sont sur des territoires peut-être plus réduits, mais des cœurs de ville où il y a la présence d'une forêt, d'une ancienne forêt urbaine, etc. Et les parcs naturels régionaux, c'est des surfaces quand même assez importantes. Si je prends celui des Vosges-Nord, c'est 111 communes qui sont concernées sur 2 départements, celui de la Moselle, celui du Bas-Rhin, enfin anciennement du Bas-Rhin, et qui est sur la région Grand Est. Et vraiment, on essaie de changer les pratiques sur ces territoires-là. Quand je l'ai dit tout à l'heure, j'ai évoqué le retour ou la quasi-disparition dans les années 70, puis le retour du faucon pèlerin dans le parc des Vosges-Nord. Eh bien, le faucon pèlerin étant une espèce rupestre qui était très sensible à la fréquentation des rochers où il y avait de l'escalade, en interdisant, en tout cas en régulant la pratique de l'escalade sur certains rochers, on a vu revenir le faucon pèlerin. Les changements de pratiques forestières, c'est-à-dire le maintien des îlots
ou l'augmentation des îlots de sénescence, l'augmentation de la gestion futée irrégulière, le maintien de vieux bois, de gros bois, tous ces changements de pratiques de gestion forestière qui étaient permises, la lutte ou la fin des coupes rases dans les Vosges Nord, parce que moi, je n'ai pas connu des coupes rases, j'avais 15 ans quand les dernières coupes rases se sont réalisées, a permis, mais ça a mis du temps, le retour de certaines espèces, comme je le disais tout à l'heure, la cigogne noire, et la réintroduction, par exemple, du lynx. Et comment faire, parce que je disais tout à l'heure, il y a ce défi avec la population, comment faire pour que, en effet, ça se passe le mieux possible. Nous, on a mis, par exemple, dans le parc des Vosges Nord, en place le Parlement du lynx, qui est un lieu où les éleveurs, les chasseurs, les écologues se retrouvent pour discuter de la réintroduction du lynx. Meilleure garantie, je crois, pour que cette population puisse se maintenir et qu'on évite l'échec de la réintroduction qui avait été tentée dans les années 90. Donc on voit bien que ce sont des pratiques adaptées à la situation particulière de chaque parc naturel régional qui fait que cette biodiversité extraordinaire, cette nature extraordinaire peut être maintenue, peut-être même améliorée. Mais je reviens sur le défi, parce qu'on ne peut pas s'en satisfaire. Moi, je dis toujours, on a beau être dans des instances où on discute, on a beau parler des surfaces en zone de protection forte, tant qu'on n'aura pas une inversion et un gain de biodiversité, alors on n'est pas seul responsable, je veux dire, on voit bien que c'était un enjeu planétaire, mais tant qu'on n'aura pas inversé la tendance, personne, ni les parcs naturels régionaux, ni les parcs nationaux ne pourront se satisfaire de la situation que l'on rencontre aujourd'hui. Or, il faut se rendre à l'évidence. On n'est pas en train de gagner en biodiversité, on continue à perdre en biodiversité, et malheureusement, là où on se sent peut-être le plus démuni, c'est-à-dire cette nature ordinaire, cette nature du quotidien, encore une fois, parce que, malheureusement, on ne prend pas les mesures qu'il faudrait prendre à cet égard. On essaie de le faire dans les parcs naturels régionaux aussi. Changement des pratiques, privilégier l'agriculture de proximité, les petites unités agricoles. Mais vous voyez bien, pour ceux qui suivent ces sujets-là sur l'agriculture, qu'on est plutôt à soutenir la grande céréale, la production de biomasse, le retournement des prairies et tout ça qui va effectivement pénaliser à mon avis, ces enjeux de biodiversité. Et par exemple, la crise que l'on vit aujourd'hui internationale liée notamment à la guerre en Ukraine va encore accentuer les choses. Dites-moi si je me trompe, 56 parcs régionaux. 58, pardon, très bonne remarque, 58 parcs naturels régionaux. Donc 11 parcs nationaux. C'est ça. Voilà. Et sachant que les parcs naturels régionaux sont toujours encore attractifs, puisqu'il y a encore de nombreux projets de parcs qui doivent sortir, que le réseau veut garder ce niveau d'exigence. Donc les 2 derniers parcs classés sont ceux du Mont Ventoux, je pense, et du Haut-Doubs, pays horloger. Donc, qui sont les 2 derniers classés, ou peut-être des Corbières-Fenouillettes, j'avoue que je m'y perds un petit peu, puisqu'il y en a quand même quelques-uns qui se créent encore, mais qui sont les derniers parcs classés. Donc, c'est 17% du territoire français aujourd'hui. Ce sont donc 4500 communes, un peu plus de 4500 communes, 2700 agents qui interviennent au quotidien, plutôt de bon niveau, de l'ingénierie de territoire, qui intervient aussi bien sur le patrimoine naturel que sur le patrimoine culturel, parce qu'on essaie de montrer, c'est un sujet important, qu'il y a toujours eu un lien entre l'homme et la nature. Si je prends celui des Vosges Nord, les Vosges Nord, c'est là où il y a les vallées, un certain nombre de vallées vosgiennes où il y avait une activité autour du fer. L'usine Alstom est encore aujourd'hui présente dans une des villes des Vosges Nord. C'est la première exploitation de pétrole au monde, on l'oublie, mais c'est dans les Vosges Nord, à Merqueville-la-Pêche-au-Broc, qu'il y a eu la première exploitation de pétrole au monde, et due aussi à cette nature qui a produit, heureusement ou malheureusement, cet or noir. C'est l'utilisation du bois pour la construction bois. Je pense que tout le monde a à l'esprit les constructions bois dans les Vosges. Donc on voit bien qu'il y a toujours eu ce lien entre homme et nature, et que l'on essaie de montrer que cette nature protégée, c'est aussi se protéger soi-même, mais c'est mieux se comprendre, se connaître, et mieux peut-être construire l'avenir. Béatrice Crémer-Cochet, alors on voit donc ces parcs régionaux, on voit bien leur rôle, l'utilité. Vous, avec notamment Gilbert Cochet, et avec d'autres ou naturalistes ou spécialistes scientifiques, vous êtes impliqués dans un autre concept, en fait. C'est vraiment cette implication de citoyens organisée en association. Je pense à l'ASPAS, l'association pour la protection des animaux sauvages, qui a un fonctionnement tout à fait différent. C'est-à-dire que là, le public n'est pas autorisé de la même façon, je crois. On peut traverser ces espaces, mais il y a un peu plus de contraintes, et on est beaucoup plus là dans un réensauvagement draconien, non? Dites-moi si je me trompe.
Oui, alors juste peut-être avant de passer à ça, je voudrais rebondir sur ce que vient de dire Michael Weber. Rapidement, parce que je vois très rapidement, c'est parce que là, on a l'impression que tous les efforts pour préserver la biodiversité des campagnes reposent sur les agriculteurs et sur les gens localement. Mais je crois que nous, citadins urbains, on a un rôle à jouer aussi. On peut faire changer les choses simplement en choisissant consciemment ce qu'on met dans notre sac de course. Et il est clair que en choisissant des aliments qui ont été cultivés avec des pratiques respectueuses de l'environnement, permettant le retour justement des insectes, des oiseaux des campagnes, eh bien, on peut faire basculer les choses, même à notre échelle individuelle. Alors, effectivement... donc, qui a racheté des hectares et des hectares. Il y a combien de domaines maintenant? Il y en a 4 à peu près sur le territoire français? Avec l'ASPAS et puis avant déjà avec l'association Forêt Sauvage que nous avions fondée et avec un groupe de 12 amis, nous essayons de faire avancer les choses en termes de protection forte, c'est-à-dire que nous achetons des territoires qui ont un intérêt écologique et que nous laissons en libre évolution. Alors, libre évolution, effectivement, vous l'avez dit, ça veut dire que on ne gère pas, on fait confiance à la nature parce que finalement, si on regarde les choses très objectivement, les forêts existaient bien avant l'apparition de l'homme sur cette planète et elles se débrouillaient très bien sans nous. Donc voilà, c'est ce qui est fait d'ailleurs également par l'ONF, l'Office national des forêts, dans les réserves biologiques intégrales. Hein. Il laisse la forêt se débrouiller toute seule et ça présente un intérêt parce que ça permet de voir aussi comment cette forêt, toute seule, peut s'adapter au changement climatique, par exemple au réchauffement climatique. Et du coup, ça peut donner des idées sur quelles vont être les espèces qu'on va privilégier dans les zones où on ne laissera pas la forêt en libre évolution, mais on fera des cultures d'arbres, des champs d'arbres, hein, c'est-à-dire la sylviculture. Voilà. Et par contre, l'humain n'est pas du tout exclu de nos réserves de vie sauvage, de l'espace ou des terrains que nous avons achetés avec Forêt Sauvage. L'homme qui passe et ne laisse pas de traces, c'est-à-dire l'homme contemplatif, a toute sa place. Et simplement, nous lui demandons de rester sur des sentiers. On a appliqué un petit peu, si vous voulez, le principe de protection qui fonctionne bien dans d'autres pays, mais à une échelle plus petite. Sur d'autres continents, en voyageant, nous avons eu la chance avec Gilbert de beaucoup voyager, on s'est rendu compte que la protection de l'environnement marche bien quand on arrive à sanctuariser une grande surface et à canaliser l'homme sur une petite partie de cette grande surface, ce qui lui donne le plaisir de s'immerger dans cette nature sauvage, mais en même temps va laisser des zones de quiétude, de tranquillité, notamment à la faune. Alors c'est important de rester sur les sentiers, non seulement pour la quiétude des animaux, mais également pour les végétaux. Parce que si on quitte les sentiers, on va piétiner, tasser le sol. Et du coup, vous agissez notamment au niveau du système racinaire et vous détruisez notamment les possibilités de développement de certains réseaux de champignons qu'on appelle du mycélium, qui jouent un rôle, qui souvent sont associés avec les racines des arbres ou d'autres végétaux et jouent un rôle extrêmement important. On est tout juste en train de découvrir toutes ces interrelations qui existent entre les végétaux d'espèces différentes ou même entre des végétaux de même espèce. Et donc, rester sur les sentiers, c'est permettre justement la bonne marche de cette libre évolution. Jean-Baptiste Mioub, vous voulez peut-être ajouter quelque chose? Alors c'est vrai qu'il y a aussi un thème qu'il faut quand même qu'on aborde, hein, c'est celui des griefs, hein, parce que on voit bien que c'est bucolique, hein, et c'est un avenir formidable que d'imaginer ce réensauvagement, mais sur le terrain, au quotidien et dans l'actualité, il y a souvent quand même des crispations, voire des actes plus violents contre justement ce réensauvagement pour des questions aussi de pratique, hein, éleveurs, agriculteurs, chasseurs. Il y a un passif peut-être aussi sur ces questions-là. Comment travailler ensemble et comment faire évoluer ces questions qui sont sensibles quand même ? En sachant que la biodiversité, c'est aussi l'un des enjeux économiques certainement les plus forts de demain. Donc, je suis content que vous ayez employé le mot bucolique, parce que justement, je pense que c'est un des gros pièges de penser que la nature n'est que bucolique. La nature, comme ça a été souligné à l'instant, il y a une interdépendance des êtres vivants entre eux.
il ne faut pas oublier que nous sommes aussi un être vivant, et que le réseau d'espèces, le réseau de fonctionnement du vivant forme le tissu même de la vie sur Terre. Bon, on peut prendre l'exemple, je n'ai pas d'action spécialement, mais je trouve qu'Avatar est une bonne allégorie, le film Avatar est une bonne allégorie de cette relation, bon, un peu fantasmée évidemment hein, par Hollywood, de ces relations-là, mais je pense que c'est quelque chose qu'il ne faut pas perdre de vue. Donc, vouloir réensauvager, vouloir changer nos modes de vie, protéger la biodiversité, c'est pas uniquement de l'esthétique, c'est pas uniquement du bucolique, c'est aussi assurer la persistance de la vie telle qu'on la connaît sur Terre. Je ne dis pas que tout le vivant va s'effondrer, mais en tout cas, une bonne partie du vivant risque de disparaître, nous compris potentiellement. Donc, assurer la santé humaine. Assurer l'existence, la pérennité des civilisations humaines aussi, parce que je pense qu'au-delà de l'espèce humaine, il y a aussi ce qui fait de nous des humains du 21e siècle. Donc peut-être que l'espèce humaine va pouvoir survivre, mais dans quel état, dans quel niveau d'organisation sociale, ça c'est une autre question. C'est pas tout à fait la même chose, l'espèce biologique, et puis de ce qui fait de nous des humains qui vivent en société structurée. Et parce que pendant très longtemps, l'humain a eu un rapport à la nature qui était de l'utiliser pour assouvir des besoins immédiats ou nécessaires, pouvoir se vêtir, s'alimenter. Donc là, on parle dans le jargon de services d'approvisionnement, hein, c'est-à-dire qu'on prélève du monde vivant ce dont on a besoin pour subvenir à nos besoins. Il y a aussi toute une dimension culturelle qui a été véhiculée à travers les siècles, les millénaires, de manière plus ou moins consciente et autour duquel nos sociétés se sont construites en termes de spiritualité, en termes voilà, on peut imaginer même d'inspiration pour les sciences et techniques. Il y a beaucoup de choses qui sont bio-inspirées, notamment en regardant ce qui s'est fait sur le vivant. Mais il y a une dimension dont on a pris conscience que relativement récemment, c'est tout ce qu'on appelle les services de régulation. Donc on parlait de santé, on a parlé de ces dernières années d'épidémies qui peuvent se propager ou en tout cas prendre naissance. Ça c'est pas nouveau non plus. Hein, on a des zoonoses comme Ebola qui persistent. Tous les services de régulation, c'est aussi des protections contre le réchauffement climatique, donc l'élévation des températures, contre les événements extrêmes, c'est la purification de l'eau, c'est la séquestration du carbone qui, en l'occurrence là actuellement, est un service qu'on aimerait avoir de manière un peu plus présente pour nous aider à lutter contre le réchauffement climatique. Donc en fait, ces services de régulation illustrent une troisième dimension à cette assurance vie que représente le tissu du vivant dans sa globalité. Donc, je disais, les deux premiers types de services, hein, les services d'approvisionnement, de nourriture, ou les services culturels étaient très présents, toujours plus ou moins présents. Beaucoup moins les services de régulation. Et à l'heure actuelle, on est en train de prendre conscience que ces services de régulation au détriment, parce qu'on a poussé la machine à l'extrême, notamment au niveau des services d'approvisionnement, eh bien les services de régulation, tout ce qui nous protège un petit peu de manière générale, le fonctionnement des écosystèmes qui nous protège, est en train de se déliter et commence à montrer quelques failles. Et donc on prend conscience, de par l'impact, l'ubiquité de notre impact, son intensité aussi de notre impact, ce tissu du vivant commence à se détruire et représente un gros risque. Donc en fait, protéger le vivant, protéger la biodiversité, ce n'est pas uniquement pour faire joli, faire des belles images ou raconter des belles histoires ou se nourrir. C'est une question de survie. C'est une question de survie. Michael Weber. Moi, je dirais même qu'il ne faut surtout pas parler de belles images, parce qu'on souffre, je crois, dans ce débat, dans ce combat-là, des images, je ne sais pas, de l'ours polaire et d'autres. Là, bien sûr, ça peut permettre une prise de conscience, mais je pense que si on se résume à cela, c'est encore une fois sortir d'une approche globale, et je pense qu'on en a absolument besoin. Et peut-être juste parce que je pense que cet élément culturel, il faut qu'on en ait vraiment conscience et qu'on puisse l'assumer. Et on ne l'assume pas suffisamment. Je rebondirai sur ce qui vient d'être dit. La culture judéo-chrétienne, quand même, elle est à la base de cette domination dont on pense être la vocation de l'homme, la domination de la nature. Hein. C'est quand même ce qui a été écrit dans un certain nombre
de textes, il faut le dire, religieux pour le coup, où on dit, ben voilà, l'homme est là pour dominer la nature. Et c'est aussi la problématique de la surpopulation à l'échelle planétaire, puisque eh bien, dans ces mêmes textes, il y a cette nécessité non seulement de dominer la nature, mais aussi de se reproduire, d'être de plus en plus nombreux sur cette planète, dont on voit aujourd'hui les limites. Et je crois que ce combat culturel-là, qui est quand même devant nous, et qui effectivement, y compris auprès de ceux qui le prônent, est aujourd'hui questionné, je pense qu'il est important que de l'avoir en mémoire. Et puis, quand je prends juste l'exemple, parce que je pense qu'il est intéressant de l'avoir à l'esprit, ce qui est aussi un problème culturel, l'exemple des 3 espèces emblématiques que l'on a dans les parcs naturels régionaux qui posent débat. L'ours, le loup et lynx. Je commence par le loup. Le loup, non seulement, alors je ne vais pas venir sur l'impact que ces espèces ont sur l'élevage, etc. Ce n'est pas le sujet. Ils en ont tous les 3, ont un impact, c'est évident. Mais le loup, d'abord, c'est le grand méchant loup. Il faut quand même pas. Là aussi, c'est une réalité. Et on a encore beaucoup cette histoire du loup qui attaque les populations au-delà de l'attaque d'élevage. Et donc, qui suscite le rejet d'une certaine population. Pourquoi c'est pas la même chose avec le lynx, qui pourtant, certes, n'a pas le même impact en termes de prédation, parce que le lynx, c'est un gros chat et tout, on trouve que c'est un joli gros chat, en quelque sorte. Et l'ours, l'ours, là où il a été réintroduit, c'est parce qu'il n'est pas venu de façon naturelle. Il a été souvent réintroduit, en tout cas il est maintenu, notamment dans les Pyrénées, parce que c'est en gros Paris qui impose l'ours au monde rural. C'est aussi ça, je veux dire, dans l'approche proprement dite, dans la difficulté, dans le défi qui est le nôtre, c'est aussi cette problématique du réensauvagement. Et puis dernière chose, quand on dit comment faire en sorte que ce soit peut-être plus acceptable par les populations, il faut aussi se rappeler que tout cela a un coût, et on sait que nos concitoyens sont quand même sensibles à cet argument-là. Le coût aujourd'hui des corrections que l'on peut, des politiques publiques sur la pollution de l'air, la pollution de l'eau, sur la lutte contre les plantes invasives, etc., c'est quand même, on ne sait pas le quantifier aujourd'hui, mais on sait que c'est plusieurs milliards d'euros. Donc si on sait aussi rappeler que la lutte, effectivement, contre ces types de pollution ou ces problématiques liées au déséquilibre de nos espaces naturels, ça a un coût qu'on ne quantifie pas suffisamment. Je pense que c'est aussi dire à l'inverse que tout ce que l'on peut faire pour éviter ces situations-là et protéger notre environnement, eh bien, ce seront autant d'économies qu'on pourra faire, et non pas corriger, mais investir. On en parlait tout à l'heure quand on préparait ce petit débat. C'est aussi investir pour la nature et investir pour l'environnement. Alors, oui, rapidement, parce que je voudrais qu'on donne aussi la parole dans la salle. Oui, on parlait de coûts, et un exemple concret, tout simplement pour voir ce que ça peut nous rapporter économiquement de protéger l'environnement. Les forêts, notamment les forêts alluviales, c'est-à-dire celles des bords des cours d'eau, nous font de l'eau propre. Pourquoi ? Parce qu'elles absorbent les nitrates et les phosphates qu'on trouve en un peu trop grande quantité dans nos eaux, dans les eaux des nappes phréatiques. Elles les absorbent pour fabriquer leur matière organique. Et il y a des mesures qui ont montré que lorsqu'on mesure le taux de nitrate à l'amont, c'est-à-dire à l'entrée d'une forêt alluviale, d'une ripisylve, et à l'aval, eh bien, le taux de nitrate diminue après ce passage dans la forêt alluviale. Et ça, il y a des villes qui l'ont très bien compris. Forêt alluviale, forêt de pente. Vous prenez Munich en Allemagne. Ils ont préservé toute la forêt de pente des Préalpes bavaroises au sud de Munich, ce qui leur permet d'avoir, alors c'est les services municipaux de la ville qui le mettent sur leur site internet, l'eau de la meilleure qualité au prix le plus équitable. J'ai regardé sur leur site ce qu'ils appellent un prix équitable, c'est 1,72 € le mètre cube d'eau. Alors je me suis dit, tiens, voyons un peu combien ça coûte en France. Le prix moyen en France, c'est pas, il y a plus ou moins, puisque c'est un prix moyen, c'est pratiquement 4 € le mètre cube. Donc finalement, quelque part, préserver la nature, lui laisser faire le travail qu'elle nous fait sans nous demander de l'argent. On n'a jamais vu un arbre tendre la branche pour nous dire « donnez-moi 10 €, je vous ai fait de l'eau propre ». Eh bien, ça permet de faire des économies et de favoriser l'action de populations défavorisées socialement à un bien essentiel qui est l'eau, par exemple. C'est un exemple, évidemment, on peut les multiplier. Rapidement, voilà. Je vais être très, très rapide après pour vous laisser la parole. Donc on parlait de coûts, et notamment, pour revenir à votre question initiale, effectivement, on peut se poser la question quand on veut protéger la biodiversité, mais vous vous rendez compte quand même le coût que ça va occasionner économique, en termes de perte de rendement éventuellement, en termes de nuisances en tout genre, de dommages qu'on peut voir. Donc effectivement, il y a des coûts qui sont associés à cette cohabitation, cette coexistence avec le vivant. Par contre,
ce qu'il faut avoir en tête, c'est aussi imaginer le coût que peut représenter la destruction de ce vivant sur le long terme, et qui va dépasser très largement les investissements nécessaires à la reconversion, au changement de pratique, voilà, des pratiques qui permettent justement cette coexistence et arrêter d'avoir ce sentiment et ces actions de domination, mais non seulement, surtout parce que le coût à long terme de cette destruction est absolument colossal. Allez, parole donnée dans la salle. Est-ce que certains ont peut-être des questions ou des situations, des retours d'expérience à partager? Voilà, je vois des mains qui se lèvent. Oui. Bonsoir et merci pour cette passionnante discussion. Je vais faire court dans ma question. Pardon. J'ai l'impression que le débat montre une certaine confusion entre le réensauvagement proprement dit et la conservation de la nature, la protection de la biodiversité d'une façon générale. Du coup, bien sûr, je ne conteste aucunement tous les arguments présentés en faveur de la conservation de la biodiversité, mais est-ce que finalement, il ne s'agit pas d'un concept ancien? La biologie de la conservation, ça date d'un certain nombre de décennies maintenant. Un concept ancien qui est remis au goût du jour, ou alors est-ce qu'il y a vraiment une différence d'approche ou de concept? Et dans ce cas-là, ça ne m'a pas, enfin, je ne l'ai pas tellement discerné. Voilà, merci. Alors, est-ce qu'il y a une différence entre biologie de la conservation ou réensauvagement, et qui est cette notion plus récente? Je dirais que les deux sont complémentaires. Dans réensauvagement, c'est, comme on disait, c'est retour de quelque chose de sauvage, quelque chose qui a disparu. Donc, retour pour permettre le fonctionnement complet. Alors, je dirais simplement, à l'origine justement de ces concepts, il y a notamment, pas que, mais notamment un Américain, un biologiste de la conservation, justement, qui s'appelait Michael Soulet, qui était professeur à l'université de San Diego, et qui avait conscience de la nécessité de faire quelque chose, parce qu'il voyait tout l'environnement qu'il avait connu dans son enfance en Californie disparaître sous les lotissements et puis les routes, etc. Donc il avait lancé des étudiants sur une étude sur la disparition de la biodiversité dans ces différents endroits de Californie, et il s'est rendu compte de quelque chose de complètement contre-intuitif. Ces étudiants ont montré que c'est dans les canyons où il restait des coyotes qu'il y avait également le plus de biodiversité au niveau des oiseaux. Inversement, quand il n'y avait plus de coyotes dans certains petits lambeaux qui avaient été épargnés par l'urbanisation, eh bien, il y avait beaucoup moins d'espèces d'oiseaux. Et donc, du coup, il a lancé une autre série d'études sur ce phénomène un petit peu bizarre. Et ça aboutit à la constatation suivante, c'est que bien que le coyote n'ait pas de rapport direct avec les oiseaux, il a, par sa présence, une influence sur cette biodiversité-là, parce que il va consommer ce qu'on appelle des mésoprédateurs, c'est-à-dire des prédateurs de taille moyenne, comme le raton laveur, par exemple, et qui eux-mêmes consomment les œufs d'oiseaux, ou voire les jeunes oiseaux au nid. Et donc, à partir de là, les biologistes de la conservation se sont rendus compte que pour que la conservation de l'environnement fonctionne, il faut que l'écosystème soit complet, qu'il ait toutes ses composantes, y compris les grands prédateurs. Et le réensauvagement, c'est ça, c'est faire revenir tous les éléments pour que l'écosystème soit complet et qu'il fonctionne correctement. Jean-Baptiste Mioub. Oui, non, juste pour revenir sur cette ambiguïté qui est tout à fait naturelle, hein, je pense, puisque les champs ne sont pas perméables, enfin sont perméables justement. Et, je vois le réensauvagement personnellement avec une sorte de complémentarité et qui fait partie de la palette d'outils qu'on peut utiliser en biologie de la conservation pour protéger le vivant, de la même manière qu'on peut voir l'ingénierie écologique, par exemple, comme une série de méthodes, de techniques qui permettent de faciliter le fonctionnement de systèmes écologiques. En fait, le réensauvagement
a aussi une palette d'outils, mais je pense que ça va au-delà de ça. C'est aussi essayer d'avoir une autre attitude vis-à-vis du vivant que la biologie de la conservation seule ne pouvait pas contenir. Donc c'est en ce sens-là que je trouve que c'est intéressant, c'est que y a des évolutions aussi conceptuelles, intellectuelles, qui vont au-delà, qui peuvent s'insérer tout à fait dans la biologie de la conservation, mais qui vont aussi au-delà. Alors, il y avait 2 autres questions, je crois, même plus. Oui. Bonjour. J'ai 2 questions. La première, c'est de savoir s'il y a des politiques de réensauvagement en France. Et la deuxième, ce serait de savoir si jamais elles se feraient, comment elles se feraient, c'est-à-dire est-ce que ça partirait plutôt des PNR ou alors des parcs nationaux ou à l'échelle des communes. Merci. Alors, qui veut répondre? Michael Weber. Alors, est-ce qu'il y a des politiques de réensauvagement? Je laisserai peut-être plutôt ma voisine répondre en France aujourd'hui. Ce qui est certain, c'est qu'il y a eu des tentatives ou qu'il y a réintroduction. Oui, de réintroduction de certaines espèces, mais qui font systématiquement débat. Hein. Et je pense que c'est pour ça que les autorités en France aujourd'hui plutôt sont frileuses pour effectivement accentuer la réintroduction de certaines espèces. Moi, je peux vous parler de la pratique qui est la mienne. Hein. C'est que simplement, quand il a fallu parler de réintroduction du lynx sur le massif des Vosges, qui est aussi le massif voisin allemand de la forêt du Palatinat, eh bien, la France ne souhaitait pas participer à cette réintroduction parce que, eh bien, il y avait le passé, on va dire, de la population du loup qui a augmenté, la réintroduction de l'ours, des bouquetins, etc., etc. Donc, elle s'est faite en Allemagne par une fondation qui a effectivement souhaité faire cette réintroduction. Donc, on voit bien qu'il y a aujourd'hui une difficulté. Moi, je pense, alors bien sûr, sur ces espèces qui sont réintroduites, il faut continuer à les accompagner et faire en sorte qu'il y ait une meilleure acceptabilité possible des populations qui vivent sur ces territoires. Parce que, comme je le disais encore tout à l'heure, je le rappelle, aucun territoire aujourd'hui n'est vierge de population. Il y a des gens, finalement, qui habitent partout. Et donc, c'est une des difficultés à lever. Mais quand on s'aperçoit, je prends un autre exemple, le retour du castor sur mon territoire, je ne l'imaginais pas. Je n'aurais jamais pensé que, naturellement, le castor viendrait sur le territoire des Vosges du Nord. Et pourtant, il est venu, il s'est installé. Et je me souviendrai toujours d'un maire qui me disait, quand il est venu, c'est une catastrophe parce que la vallée est en train de se fermer, parce qu'il a bien sûr abattu quelques arbres, parce qu'il a fait des barrages, que donc il y a une inquiétude sur les problématiques d'inondation, etc., etc. Ça, c'était il y a 5-6 ans. J'ai vu ce maire-là la semaine dernière pour parler de ce sujet et d'autres. Et c'est lui-même qui disait que finalement, ça avait totalement changé la configuration de la vallée et qu'il avait constaté lui aussi qu'il y avait le retour de certains oiseaux et d'autres espèces. Donc on voit bien que finalement, par le démonstrateur, par la démonstration d'un retour de certaines espèces, la population est tout à fait en capacité elle-même de devenir un allié de ce défi immense. Et donc ça, c'est une satisfaction qui est aussi une satisfaction personnelle. Donc quant à répondre, est-ce que c'est les parcs naturels régionaux, est-ce que c'est les parcs nationaux, est-ce que c'est les communes, j'aurais tendance à dire que c'est les trois ensemble, à condition que le milieu permette le retour de certaines de ces espèces. Je pense que c'est... Je ne suis pas encore une fois un spécialiste du sujet, mais je pense que c'est une des réponses qu'on peut apporter. Béatrice Crémer-Cochet, vous voulez ajouter quelque chose peut-être? Oui, je pense que le réensauvagement, il ne faut pas que ce soit quelque chose de pyramidal qui vient d'en haut et qui soit décidé par l'État. Et c'est pour ça que je pense que c'est quelque chose qui va marcher à l'avenir de mieux en mieux, parce que par le biais d'associations qui s'investissent, qui ont envie, donc c'est les citoyens, hein, comme vous, comme moi, qui ont envie de favoriser ce réensauvagement, donc soit par l'achat de terrain, comme on le fait avec Forêt Sauvage et l'Aspace, soit par la stimulation au niveau local, justement, comme le fait l'association Francis Salé pour une forêt primaire. Voilà, c'est nous tous qui devons avoir envie que ce sauvage revienne. Après, effectivement, le sauvage, il ne pourra pas être partout. Il est clair qu'il y a une réflexion à avoir sur les territoires qui sont favorables ou non. Et c'est finalement la façon dont ça se passe localement qui permettra, parce que s'il n'y a pas d'acceptation locale, ça ne marchera jamais. Mais par contre, moi j'ai participé avec Gilbert, j'ai représenté l'ASPAS, l'Association de protection des animaux sauvages. Avec des terrains, on peut dire, donc en Bretagne, dans le Vercors, il y en a 4. Hein, les réserves de vie sauvages, oui, il y en a 5 en réalité. Il y en a une dans le Vercors, une à Châteauneuf-du-Rhôde, c'est une ancienne gravière, donc une zone humide qui a été réhabilitée.
Il y a une en Bretagne qui est en fait pas un achat, mais un don d'une personne qui nous a donné 60 hectares pour qu'on veille dessus et que ça devienne un territoire sans chasse et en libre évolution. Et nous avons également, c'est pas encore tout à fait une réserve de vie sauvage, mais dans l'Hérault, un propriétaire également qui n'a pas de descendants et qui lèguera à l'ASPAS 280 hectares d'un territoire qu'il est déjà lui-même en train de permettre de réensauvager. Et donc, tout ça, c'était pour dire qu'il faut que les choses se passent bien localement. Il faut qu'il y ait une explication pédagogique. Et donc, quand nous avons travaillé sur l'élaboration du plan national d'action pour le lynx, il y avait autour de la table, alors les chasseurs ont refusé de venir, mais il y avait notamment des éleveurs de moutons. Et la personne qui animait un petit peu la création de ce plan national d'action a demandé à un moment donné, parce que bien sûr dans la réflexion c'était ce qu'on disait, l'acceptation locale, et notamment par les éleveurs de moutons, puisque c'est généralement là qu'il y a des conflits. Et elle s'est tournée vers le représentant des éleveurs et elle lui a dit comment est-ce qu'on pourrait agir, est-ce que des flyers, des brochettes pédagogiques, des brochures pédagogiques, etc., ça serait utile. Et là, l'éleveur a dit non, en fait, nous, tous ces flyers, ces brochures, on ne les lit pas, ça ne nous intéresse pas, on n'est pas là-dedans. Ce qu'il faut, si vous voulez convaincre les éleveurs, c'est en choisir un qui est un peu ouvert et charismatique, travailler avec lui, et c'est lui qui va convaincre ses collègues, en quelque sorte, parce que nous, ça se fait au niveau du comptoir du café. C'est-à-dire qu'on voit que lui, il se débrouille bien, il n'y a pas de problème avec le lynx, donc on va aller le voir, et puis comment tu as fait, et c'est comme ça que ça fonctionne. Alors, encore des questions, voilà. Allez-y, monsieur en haut, oui. Bonjour et merci beaucoup pour cette discussion. Vous parlez beaucoup du réensauvagement comme un retour à la normale. Vous l'avez dit à plusieurs fois, retourner comme c'était avant, ou peut-être que j'ai mal compris. Mais pour moi, il n'y a pas de retour à la normale. Je suis doctorant en écologie, je travaille sur une forêt où le réchauffement climatique est en train de faire migrer les espèces d'oiseaux, par exemple, ce qui fait qu'on ne peut pas, par exemple, se poser la question de quelle espèce est censée être là. Et je suis un peu... comment dire ? J'ai l'impression que la raison pour laquelle, justement, on en est là, de cette 6e extinction d'espèces, c'est parce qu'on a sorti la nature de la ville, on a sorti la nature de l'homme, on l'a complètement séparée, et je ne vois pas en quoi ce réensauvagement-là, en fait, c'est pas une autre forme de sanctuarisation de la nature. J'ai l'impression qu'il y a une contradiction profonde entre un réensauvagement sanctuariser, un réensauvagement où il s'agirait d'habiter avec la nature, de se réintégrer dans la nature, de vivre dedans. Mais je ne vois pas du tout en quoi ces deux sont compatibles. Alors, réponse. Je peux peut-être me permettre, puisque justement, dans le cadre de nos actions d'achat de terrain, on a été beaucoup sollicité par des gens qui nous disaient, surtout après le premier confinement, qui a été assez dur pour certains citadins. On a beaucoup été sollicité par des gens qui nous disaient j'aimerais me reconnecter avec la nature. Est-ce que vous connaissez un terrain un peu sauvage quelque part où je pourrais m'installer? Je construirais une petite maison dans les arbres, j'aurais peu d'impact et tout. Et moi, ma réponse, c'est la suivante, c'est il y a moins de 1% des territoires qui sont encore revenus à l'état sauvage en France. N'allez pas squatter ces quelques territoires. Allez-y, mais ne vous installez pas de façon permanente. Alors, je vous explique pourquoi. Moi, j'adore la faune sauvage et je suis tout à fait pour la reconnexion. Mais très franchement, je n'aimerais pas avoir dans ma chambre à coucher en permanence une vipère ou un tigre, parce que je ne me sentirais pas très bien pour dormir. J'ai besoin d'une bulle de sécurité, dans laquelle, un environnement dans lequel je puisse me sentir bien pour accomplir mes fonctions vitales. Et ben, il faut imaginer que les animaux, c'est pareil. Sanctuariser, ça ne veut pas dire que l'homme n'y va jamais, ça ne veut pas dire qu'il se sépare, mais ça veut dire qu'il renonce, qu'il accepte un droit à l'intimité et à la sécurité pour les vivants non humains. Et c'est pour ça que, encore une fois, sanctuaire, ça ne veut pas dire mise sous cloche, séparation, mais ça veut bien dire respecter
Et quand on y va comme un invité. Quand vous allez chez quelqu'un, vous ne vous permettez pas de rentrer dans toutes les pièces, d'ouvrir toutes les portes et de vous installer à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Vous respectez votre hôte. Ben là, c'est pareil. Vous êtes invité dans certains coins et vous respectez leur intimité. Par contre, là où je suis tout à fait d'accord avec vous, il est clair que pour que ça fonctionne, il faut qu'il y ait, comme l'ont dit mes voisins, des corridors. Et c'est dans ces zones de corridors, c'est-à-dire de connexion entre les sanctuaires, qu'il va falloir réfléchir à une cohabitation harmonieuse et faire revenir la nature dans des endroits qui ont été complètement artificialisés. Ça me paraît tout à fait indispensable parce que ça participe à cette reconnexion. Et les gens qui veulent se reconnecter, ben moi j'ai tendance à leur dire, faites plutôt que d'aller squatter les derniers espaces sauvages qui restent, faites revenir la nature là où elle a complètement disparu, notamment dans les villes. Ça veut dire dans pas les zones forcément d'activité cohabiter, urbaine. mais coexister et respecter des territoires pour le vivant non humain aux côtés du vivant humain. Michael Weber, rapidement, Oui, je pense qu'il parce faut que qu'on rende la salle. Oui, j'imagine, et c'est dommage parce que ça touche un autre sujet qui pour moi est important, mais je partage totalement l'analyse que vous faites quand vous dites c'est sortir la nature, enfin c'est la conséquence d'avoir sorti effectivement la nature de la ville et d'avoir voulu séparer, je dirais même opposer l'homme et la nature. C'est pour ça que je disais en introduction, concilier, en tout cas pour un nouvel humanisme et la nature, qui était notre titre pour les 50 ans des parcs. Et autant les objectifs que nous poursuivons tous ici, qui sont ceux de la reconnexion à la nature sans doute, lutter contre l'érosion de la biodiversité et partager, autant qu'il y a aussi des nuances entre nous sur la façon d'y arriver. Donc je tiens quand même à le dire. Mais simplement, je finirai par cet exemple qui pour moi est important. La Fédération des parcs reçoit beaucoup de délégations étrangères qui aujourd'hui s'interrogent sur les parcs nationaux, on va dire de type anglo-saxon. Je pense à Yellowstone ou à d'autres parcs. On a accueilli une délégation il y a quelques temps du Sri Lanka qui nous disait toute la difficulté sociale qu'elle avait à préserver ce parc national parce qu'il y a des populations qui se trouvaient à proximité, qui jusqu'à présent étaient des cueilleurs ou des chasseurs de ces zones-là, n'y avaient plus aujourd'hui accès, et que donc ce débat que nous avons dans les parcs naturels régionaux de concilier homme et nature les intéressait. Et pour finir, nous, dans les parcs naturels régionaux, je dis c'est des collectivités, on est financé par les départements, les régions, etc., les communes, les intercos. On regarde aussi, on essaie de superposer nos cartes, si vous voulez, avec, un exemple tout simplement, je suis un élu, avec la carte politique. Et ce qui nous inquiète, c'est cette défiance qui s'exprime aussi dans le vote aux élections. C'est-à-dire regarder aujourd'hui comment est-ce que nos populations votent. La ville vote plutôt, on va dire, au centre, et les territoires ruraux votent à l'extrême droite, en l'occurrence, qui pour nous est aussi un débat. Et je vous assure que c'est aussi cette défiance-là qu'il y a sur ce champ-là, et l'inquiétude qui est la nôtre, notamment en prenant en compte le sentiment que les populations dans la ruralité ont l'impression qu'elles sont délaissées, qu'elles n'ont pas accès à un certain nombre de services, de mobilité, à la culture, à l'économie parfois, et qu'on lui demande comment dirais-je, de supporter la production d'énergie et aussi de continuer à protéger ces territoires. Ce n'est pas une évidence pour ces populations-là, et cette dimension sociopolitique, il faut aussi la prendre en compte, et nous on essaie de la prendre en compte par l'action que l'on mène et qui est plutôt efficace dans les parcs naturels régionaux par rapport à d'autres territoires du même type. Vrai sujet de fond, effectivement, il y a certainement un autre débat. Allez, la phrase de fin. Vraiment revenir sur parce que je crois que la question avait deux sens, avait deux objectifs. La première était sur la référence temporelle. Enfin, je ne sais pas si comment vous l'avez formulé, mais effectivement, qui peut être sous-tendu par ce devant sauvagement. Donc cette sensation de revenir à un paradis perdu. Je pense que c'est pas du tout ça dont il est question là. Et justement, je pense que ce serait une erreur de se focaliser sur un retour à un état passé avec une forme de nostalgie, etc. Je pense que il faut vraiment voir le réensauvagement comme un projet collectif de futur, et sachant ce qu'on a perdu, quel état de biodiversité, quel fonctionnement des écosystèmes on veut maintenir sur le long terme pour nos sociétés. Je pense que la question, elle est vraiment là. Merci à tous les trois. Jean-Baptiste Méhoub, Michael Weber, Béatrice Crémer-Cochet. Je rappelle que vos livres, écrits avec Gilbert Cochet et puis aussi Stéphane Durand, sont à disposition du public à l'extérieur. Et merci à vous tous pour votre présence. Merci.